de l'hôpital de Bnei Brak. C'est un moment unique pour la communauté. Dans le monde. Dans le monde entier, pour la communauté cinématographique. Donc, dans le monde du showbiz. Donc, de quoi on a parlé hier? On a parlé d'Amegillat Esther. De quoi on a parlé, Maître Baruch? Rappelez-moi un petit résumé, Maître Baruch, parce que vous êtes à l'heure, comme d'habitude. Il me semble qu'on a parlé d'un certain Achashverosh. Ouais, et c'est tout? Et on a parlé surtout du Michté, savoir combien il y en avait eu, à qui il s'adressait, pourquoi il y en avait eu deux, s'il y en a eu deux, et surtout savoir si les 7 jours de l'un étaient inclus dans les 180 de l'autre ou étaient après. D'accord, très bien. Donc c'est ça qu'on a vu. Donc c'était la marquette Rav et Shmuel. La marquette Rav et Shmuel, est-ce que maintenant ça a duré 180 jours ou 187 jours? Alors qu'est-ce que ça change entre nous? C'est-à-dire dans la lecture déjà, dans la lecture qu'on dit Uvimlot Ayamim Aele, vous avez le partage d'écran, n'est-ce pas? Vous avez le partage d'écran, n'est-ce pas? Uvimlot Ayamim Aele, c'est-à-dire, est-ce que ça veut dire après que ce soit achevé ces jours-là ou en conclusion de ces jours-là? Ouais, il y a deux façons de traduire. Est-ce que ça veut dire après que ce soit achevé ces jours-là, ou bien lors de l'achèvement de ces jours-là? C'est-à-dire, est-ce que maintenant il y a 180 jours et puis après encore 7 jours pour inviter toute la population de Shushan, ou non, il y a 183 jours, 173 jours et après encore 7 jours. D'accord? Alors, si vous me demandiez pourquoi Rav et Shmuel sont en dispute avec ça, parce que Rav et Shmuel c'est des Chachamim, et bon, ça n'intéresse pas tellement les Amoraïm, le Pshat. Le Pshat, c'est les Amoraïm, les Tanaïm, Chazal, ils ne s'occupent pas de Pshat. C'est les Rishonim qui s'occupent de Pshat, pas les Amoraïm. Quand les Amoraïm disent quelque chose, c'est qu'ils ont une idée derrière la tête. C'est qu'ils veulent maintenant transmettre un certain enseignement, ouais, porteur de sens. Alors qu'est-ce que ça change que le deuxième festin vienne conclure le premier, ou c'est un autre festin? Ben, c'est au niveau maintenant de l'enjeu du festin. Si maintenant on dit que ça participe aux 180 jours de festin, le deuxième, ouais, il est dans les 180 jours, alors ça veut dire que quelque part, la Megillah voudrait nous enseigner que c'est le même enjeu de Achashverosh, mais qui vient, comment dirais-je, s'achever avec ce deuxième festin. Mais si on dit que c'est un festin, un deuxième festin, donc c'est un enjeu différent. C'est pour une autre raison. D'accord? Donc si maintenant, revenons, pour quelle raison Achashverosh aurait eu, quelle est la raison que Achashverosh aurait eu de réaliser un tel festin? Ouais. Alors le premier, je parle. On avait dit que c'était pour asseoir son pouvoir sur ces sujets, pour déployer toute sa puissance, toute sa, comment dirais-je, magnificence, toute sa possibilité de manifester sa richesse et ses moyens de nourrir toute la population. Comme on avait dit à plusieurs raisons les années précédentes, c'est un peu, il se prend pour Dieu, Hazan et Akol. Ouais. Alors, ça, on peut comprendre, donc, si l'enjeu, il est de montrer sa force pour qu'il soit suivi dans ses ordres, qu'on lui obéisse, ouais, eh bien, on comprend qu'il est, il est convié dans le premier grand festin, les gouverneurs, les, les soldats, les nobles, les bourgeois, pas toute la population de l'Empire, mais ceux qui sont, comment dirais-je, qui ont une place dans la hiérarchie, qui par leur motivation vont perpétuer la volonté du roi dans toutes les couches de la société.
Donc, si c'était ça l'enjeu, ouais, si c'était ça l'enjeu du premier festin, donc le deuxième festin, il semble pas tellement être adapté, puisque le deuxième festin, il est venu inviter toute la population de Shushan. Donc, puisqu'il a invité toute la population de Shushan, c'est pas des gens qui ont le pouvoir, c'est pas des gens qui vont matérialiser sa volonté dans toutes les couches de la société. C'est tout simplement la ville où il vit, qui ne sont pas détenteurs de pouvoir. Donc, si maintenant on explique qu'il y a une certaine complémentarité, c'est deux enjeux différents. Le premier enjeu, c'est de pouvoir convaincre les détenteurs de pouvoir que c'est un roi fort, puissant, qu'il a les moyens de leur donner, de leur graisser la patte. Hein. Eh bien, c'est un enjeu différent d'inviter toute la population de Shushan. Complètement différent, puisque là-bas, c'est pas des gens qui ont du pouvoir. D'accord? Alors pourquoi il aurait donc invité les gens de Shushan? Alors, on a évoqué cette idée-là hier. C'était pour pouvoir, comment dirais-je, se protéger d'éventuels coups d'État. C'est-à-dire que le fait d'offrir de la nourriture et de donner du kavod en invitant toute la population de Shushan dans son palais, alors ça allait quelque part attirer sur lui des sympathies et éviter qu'il y ait des coups d'État, éviter qu'il y ait des tentatives de rébellion ou d'assassinat politique. Ouais. Donc c'est pas pour, c'est l'inverse, c'est-à-dire quand maintenant il invite les loin, ceux qui sont loin, c'est pour qu'ils viennent perpétuer sa parole. Quand il invite les proches, sa parole elle est là. Sa parole elle est là. C'est sa ville. Il a ses soldats, il a sa garde personnelle, il a pas besoin maintenant de perpétuer sa parole, perpétuer ses lois et sa volonté. Donc là, c'est plus pour ne pas être menacé par des fous qui viendraient avec un poignard se jeter sur sa délégation officielle. Donc d'après cette explication que je suis en train de vous donner, ouais, alors on comprend que l'opinion du Pshat, la Pachout, qu'il y a d'abord un Mishneh de 180 jours, et après il y a un autre Mishneh. Le deuxième Mishneh n'est pas inclus dans le premier, parce que c'est un autre objectif qu'il essaye d'obtenir par le deuxième Mishneh. Vous suivez? Vous me suivez? Bon. Maintenant, comment comprendre la deuxième opinion qui nous était difficile à première vue de lire dans les mots? Il y avait 180 jours qui se terminent par 7 jours. Ouais. Et là, on a dit l'idée que le Maharal, je vous transmets ici l'idée du Maharal, que si tu dis que c'est 180 jours incluant les 7 jours, c'est une même, c'est un même michté, mais qui concerne deux, deux types de populations différentes, mais c'est exactement le même objectif. Comment on peut faire concilier les deux objectifs concernant deux types de populations, un même objectif qu'il aurait eu le roi, qui viendrait donc concerner d'une part tous les gens détenteurs de pouvoir dans tout l'empire, et d'autre part toute la population de Shushan. Et a priori, semblerait deux enjeux différents. Qu'est-ce que vous en pensez? Quel est l'enjeu en commun? Un même projet aurait poussé Achashverosh à donc convier à son festin uniquement les gens détenteurs de pouvoir de tout l'empire, et dans un second temps, en conclusion de ce festin de 180 jours, toute la population, même les plus simples, Migadol, Vatkatan, de Shushan. Comment ça peut aller dans la même direction, ces deux festins qui participent au même enjeu, d'après vous? Vous avez une idée peut-être? José, qu'est-ce qui se passe avec ta caméra? Voilà. J'ai pas entendu la question arabe. Excusez-moi. Ouais. J'ai répété deux fois. Alors, j'imagine que par la réponse, tu vas comprendre la question. S'il y en a une.
D'accord. Alors, personne n'a de réponse. Donc, je vais devoir, malgré moi, répéter une troisième fois la question, parce que peut-être il y a la réponse, du coup. Mais à quel moment t'es arrivé? Parce que sinon, c'est 10 minutes à répéter. Non, la vérité, j'étais sur le Kikar, j'ai mis le cours, mais j'avais du mal à me concentrer. Ah, d'accord. Bon, donc, on est en train d'expliquer l'opinion d'Agmara, qui dit que les 7 jours du Mishté de Shushan sont inclus dans les 180 jours. Et le Mara nous dit que ça veut dire que c'était un même objectif, un même enjeu, qui commençait par le Mishté des détenteurs de pouvoir de tout l'Empire et qui s'est conclu par toute la population de Shushan. Donc on était amené à dire, comme l'opinion a priori, que c'était deux enjeux bien distincts. D'abord, prouver aux détenteurs de pouvoir que ça vaut la peine de servir le roi et de perpétuer sa volonté dans tout l'Empire. Donc c'est pour ça qu'il a invité que les gens qui avaient le pouvoir dans le premier Michté. Il aura dû en mettre plein la vue pour qu'ils comprennent que ça en vaut la peine d'être d'être serviteur de sa parole. Et deuxième enjeu, c'était d'éviter un coup d'État. Donc ça, c'est dans sa ville essentiellement qui est important. Donc là, c'est pas par rapport à perpétuer sa volonté, sa parole. On est dans sa ville. Dans sa ville, il y a sa garde personnelle, il y a ses policiers, il y a la cour du roi. Donc tout le monde sait ce que le roi veut, tout le monde sait ce que le roi demande, et il n'a pas besoin d'inviter la population pour qu'il soit motivé à écouter et à obéir. Là, c'est plutôt pour attirer leur sympathie, pour éviter un éventuel coup d'État. Et alors, donc, c'est deux enjeux différents, mais si on dit que ces 7 jours, ils sont en conclusion des 180 jours, donc c'est le même enjeu, il dit le Mar. Alors, c'est quoi le même enjeu? Alors, pour Alors, l'instant, je pense pouvoir répondre, je ne suis pas sûr, hein, peut-être je me trompe, hein. Mais d'après ce que tu as décrit, tu décris Rajéroche comme un homme politique parfait. C'est-à-dire que d'abord, il va convaincre la noblesse et ensuite il va convaincre le peuple. Et donc, ouais, c'est le même enjeu en vérité. Le même enjeu, c'est d'asseoir sa royauté, de convaincre, et de convaincre tout le monde en fait. C'est une forme de démagogie. d'accord. Et comment on comprend, alors, d'après ça, ces deux enjeux différents? Parce que nous, on a expliqué deux enjeux différents, mais c'est deux enjeux politiques. C'est-à-dire, toi, tu es en train de dire l'inverse de ce que je voulais dire. Moi, je voulais dire que quand on parle de deux michtés différents, c'est deux enjeux politiques. Un premier enjeu politique, que les gouverneurs perpétuent ses lois et sa parole, même dans les provinces les plus éloignées de la capitale. C'est pour ça qu'il a invité tout le monde, mais uniquement ceux qui détiennent le pouvoir. Et deuxième chose, c'est la population qui est chez lui, mais pour éviter un coup d'État. Donc les deux, c'est un enjeu politique, mais c'est deux enjeux politiques différents. Donc pour ça, moi, j'ai préféré dire que ça s'appelle deux enjeux. Et quand on dit c'est un même enjeu, alors je vais essayer de développer une piste différente, mais c'est plus politique quelque part. C'est plus politique. C'est-à-dire que il y a une mashmaout dans ce pérec-là, hein, que Achashverosh, il se prend un peu pour Dieu, quoi. De faire un tel michté de 180 jours, ouais, où chacun, il reçoit exactement ce qu'il a besoin. Un peu comme la manne, tu vois. Chacun, il a exactement ce qu'il veut. Ce qu'on voit dans le passouk ici, je vais vous le montrer. Il y a un passouk assez intéressant que, à première vue, semble être, comment dirais-je, inutile. Donc, il faut comprendre qu'est-ce qu'il vient nous enseigner. Il est marqué dans le passouk Crète, après avoir décrit dans le passouk Vav et Zaïn le luxe, le faste, la splendeur, ouais. D'une part, c'est toutes les couleurs des teintures qui ont participé au Khatser qu'il a aménagé pour recevoir toute la population, les lits en or, le sol en marbre, etc. Et après, Ve'ashkota Bekli Zahav, il y a quelqu'un qui fait du bruit là. C'est peut-être Yedida, tu peux couper le métro quand tu ne prends pas la parole, s'il te plaît, Yedida. Il y a un fond. Coupe le micro quand tu veux. Merci. Et le pasukret, c'est Ve'ashtia Chadat En Ones, Chen Yasada. Pardon, j'ai oublié. C'est Zayn d'abord. Zayn qui dit Ve'ashkot Bichli Zahav, donc il les a abreuvés dans des ustensiles en or, des kelim
Kelim et kelim shonim. Kelim de toutes sortes de formes. Ve'en malchut rav kiyad hamelech, avec du vin royal, ouais, offert donc par le roi. Donc il y a non seulement, comment dirais-je, un décor luxueux, c'est le pasuk vav, et il y a également de la boisson, ouais, de qualité avec des quantités royales. Donc ça, on présente donc un roi qui en met plein la vue, ouais, qui possède de l'or, du marbre, des teintures, ouais, des ustensiles féeriques, des quantités gargantuesques. Et on arrive au pasuk Crète, qu'il faut essayer de comprendre. Il y a marqué Vashtia Chadat En Ones, Ichen Yasad Amelech Al Kol Rav Beto, La'asot Kirtzon Ish Va'ish. Alors, c'est-à-dire quoi? Ashtia Chadat En Ones. Alors, il explique le Maharal, ça fait allusion à deux choses. Ce michté-là avait pour objectif, comment dirais-je, de Gvod Malchut, de montrer combien le Meler, ou Mechubad, ou Gadol, ou Yachol, ou Akol Yachol, c'est de la Malchut. C'était pas une fête païenne de dévergondage. C'est une fête où on voit ici, tu vois, il y a marqué les Harot, on a vu, Beharoto et Osher, Kevod Malchuto, donc la richesse, l'honneur de sa royauté. Arabe, c'est pas en fait ce qu'il Attends, voulait je dire voulais le parler, une seconde, Ah, pardon. je suis en train de parler. Et Osher Kavod Malchuto, ensuite, enlève le micro s'il te plaît, Lydia. Yekar Tiferet Gedulato. Hein. Donc on voit des termes élogieux. On ne parle pas ici, c'était pour s'éclater, pour kiffer. Non. Osher Kavod, qui est lié à la Malchut, la richesse et l'honneur qui est lié à la Malchut. Et après, la préciosité, la splendeur qui est liée à sa grandeur. Hein. Donc on voit, il veut se présenter comme étant une royauté honorable et riche, qui a les moyens de subvenir aux besoins du peuple et de toute la hiérarchie. Et également, il veut montrer que sa grandeur, sa force, ouais, elle est dans également Yakar, Tiferet, dans une préciosité, c'est pas Stam, des SS, ouais, Shemam, qui montre une puissance musclée qui fait peur, hein. Non, il veut montrer c'est pas le tyran appuyé par des loups affamés. Non, il écarte, il fait, que même sa gdoula, sa grandeur, ouais, elle fait preuve de finesse, de, comment dirais-je, de, de, de choses qui dépassent l'entendement humain. C'est pas un bras musclé, il veut impressionner, il veut être admiré. Et ce qui a marqué ici, c'est pour faire cela. Alors, donc, j'en ai mis plein la vue au niveau maintenant du décor théâtral, là en passe grave, et également du vin, parce que le vin qui est de grande qualité et venant des cuves royales, c'est également, c'est pas comme du whisky ou pour passez-moi l'expression, se bourrer, s'éclater. Dans le vin, il y a une noblesse, dans le vin, il y a un plaisir distingué. C'est une boisson noble, le vin. C'est pas comme une boisson alcoolisée. C'est une boisson noble, le vin. Et, et ce qu'on voit ici dans le Passouk Crète, qu'est-ce que ça rajoute après qu'on ait parlé de sa richesse au niveau des matériaux utilisés pour aménager son concert et l'élément qui va rendre féerique tout ce cadre-là, qui est le vin, bu dans des ustensiles en or, hein, eh bien, nous voyons dans le Passouk Crète une autre notion que Ashtia Chadat. Chadat, ils expliquent les Mefarshim, en l'occurrence le Maharal. Chadat, c'est-à-dire que il y en a qui aiment il y a des régions où ils boivent plutôt le Beaujolais nouveau, il y a des régions où ils boivent du Cabernet, il y a des régions où ils boivent du Châteauneuf du Pape, je sais pas, toutes sortes d'alcools différents selon les habitudes. Il y en a, c'est s'il n'y a pas de bourrin, alors c'est là, on est arrivé au bout. Et donc globalement, ce qu'on voit
de Kadat, c'est chacun selon sa culture. Shtia, Kadat, sa culture. Le roi, il a respecté les habitudes de chacun. Le roi, il a respecté, il n'a pas. Allez, tout le monde boit de la vodka, ou on fait le kiddush à Bourra parce que c'est notre habitude. Non, chacun, il a ses habitudes. Donc, Hadat, En Ones. Alors, c'est quoi En Ones? Alors, les Midrashim rapportent. Les Midrashim rapportent que, comment dirais-je, qu'ils avaient l'habitude en Perse de servir les gens dans des ustensiles. Non, c'est fermé. Une seconde. Euh, voilà. Ils avaient l'habitude en Perse de servir les gens dans, comme tu vois, des pintes de bière d'un demi-litre comme ça, dans des grands kélim. Et du coup, quand tu servais dans des grands kélim, bah, tu buvais tout. Et quand tu buvais tout, ben, tu étais un peu sous, quoi. En honnête, c'est-à-dire que on les faisait boire selon leurs habitudes culturelles et sans leur les mettre devant une situation où ils vont être forcés de boire. Comment on peut les forcer à boire? Si à la cour du roi, on te donne à boire dans des grands kélims, alors ça ne se fait pas de ne pas boire le vin qu'on te sert. Donc tu bois, et si tu bois, tu t'enivres. Tu te sens obligé de boire. Non, haine honnête, on ne te force pas. Donc déjà, on ne te force pas à boire un vin que tu n'apprécies pas, et après, on ne te force pas de boire une quantité, ouais, trop importante. Chacun, selon ses besoins, sans être obligé à s'enivrer. Et il y a marqué ici une notion supplémentaire qui doit éveiller notre attention. Comme ça, il a institué le roi sur chacun, Rav Beto, sur chacun de ses majordomes, Rav Beto, ceux qui sont maîtres de sa maison, donc les majordomes, les serveurs, la Asod Kirtson Ish Va Ish, de faire la volonté de chacun. Chacun peut faire la volonté de chacun. Donc on voit ici, il veut faire la volonté, la Sod Kirtson Ish Va Ish. Al-Pipchat, qu'est-ce que vient m'enseigner ce verset? Al-Pipchat, ce verset va m'enseigner la chose suivante, que le roi ne voulait pas que les gens soient obligés, ouais, de vivre le désagrément de l'ivresse. Être en état d'ébriété, ouais, peut être pour des adolescents un enjeu intéressant, mais pour des gens normaux, on connaît les conséquences, la gueule de bois, le comportement peu adapté, la comment dirais-je, la dépravation morale parfois. On dit des choses qu'on ne veut pas dire, donc ça finit en fête païenne humiliante. Donc tout ce qu'il a voulu montrer, lui, on a vu, c'était Cher, Kavod, Malkuto, Yeker, Tiferet, Gulato. Il n'a pas voulu montrer que c'était un roi païen, un roi barbare, ouais, Attila les Huns. Allez, venez, on va se bourrer les mecs, je vais vous montrer, avec moi c'est rigolo. Non, c'est Louis XIV, c'est le palais de Versailles, c'est les belles perruques des rois, et les vêtements, et on marche doucement, avec une canon dehors, et on voit le roi soleil, le dieu, ouais, c'est un dieu, c'est pas le roi des cochons, ouais, c'est pas le roi des cochons, c'est le roi du monde. Et donc, j'entends des voix. Ah, non, c'est Samuel. J'étais déjà ici. Samuel, merci. Euh, donc, donc, pour pouvoir faire de ce festin un moment particulier, un moment de qualité et non pas de dépravation, alors il dit, on leur donne le vin qu'ils ont l'habitude de boire. Ils se connaissent dans ce vin-là, ils savent ce qu'ils supportent. Ils donnent des quantités pas trop grandes pour qu'ils ne sont pas forcés de finir le verre. Pour ne pas faire de ce festin un moment de bestialité. Première explication du Maharal. Deuxième explication du Maharal, qui n'est pas contraire mais qui est complémentaire, c'est de pouvoir, pour que ce festin qui dure donc 180 jours pour les uns et 7 jours pour les autres, la personne ne veut pas revenir. C'est pas que c'était à tour de rôle, c'est-à-dire c'était table ouverte, quoi.
Et si quelqu'un il s'est saoulé, ouais, en arrivant à ce festin-là, il va se réveiller avec ce qu'on appelle une gueule de bois, il va pas revenir. Lui, il veut pouvoir, ouais, rentrer dans la tête des gens, rentrer dans la tête des gens qui viennent, qui reviennent, qui soient charmés par cette monarchie, qui soient impressionnés. Pas que c'était une bonne cuite mais bon, je peux pas, moi, je peux pas plus que ça, on a bien rigolé. Non, sentir que quand on y va, on fait, on est bien là-bas, c'est agréable et on a envie de revenir. Ça, c'était l'enjeu. D'accord? Ça, c'était l'enjeu Al-Pipcha. Maintenant, si on revient à la question de base, qu'est-ce que l'on apprend de ces deux festins si on dit que ces deux festins participent exactement au même projet, mais que, comment dirais-je, le deuxième, il vient renforcer le premier. C'est pas deux notions différentes. Si on dit que c'est deux notions différentes, on avait dit le premier grand festin de 180 jours, c'était pour le pouvoir veuille représenter son nom et ses lois. Et le deuxième, c'est pour éviter le coup d'État avec tous les habitants de Touchan. C'est deux enjeux différents, deux enjeux politiques, soit, mais différents. Mais si je veux dire que c'est le même enjeu, alors ici, je vois dans tout ce chapitre-là une notion euh, qui est assez machma. On voit ici que le roi, c'est comme le roi Soleil, il veut montrer il remplace Dieu quelque part. Il remplace Dieu. On voit que quand on regarde la description luxueuse des ustensiles, des matériaux utilisés pour la bâtisse, on a l'impression curieusement de lire Parashat Teruma, qui rentre dans les détails de l'or, de l'argent, ouais, qui rentre dans le détail des tentures. Donc, ça, c'était Chelet, ouais, Boots, ces choses-là, c'est des termes évoqués dans le Mishkan quelque part. C'est le Mishkan de la monarchie de droit divin qu'il veut ici établir sur le monde tout entier. Donc si on dit que le but de ce festin, c'est quelque part prouver sa puissance, son élévation, sa sainteté, ouais, pour qu'on vienne l'obéir, non pas comme un roi, mais comme un Dieu, alors on peut imaginer que de la même manière que notre Dieu, Akadosh Baruch Hu, il est maître du monde, mais il aussi, ou Melech HaOlam, mais également ou Elokeinu. Elokeinu ou Melech HaOlam. Il y a deux notions. Il est maître du monde et il est maître de son peuple. Alors là aussi, il y a donc le roi qui est Melech HaOlam. Ouais, donc il y a un premier festin qui est le Melech HaOlam. Alors, comme vous savez, écrit dans les Sfarim, que quel jour par rapport au Goïm, il est en relation directe avec les représentants, les sarim des nations. Les goïms eux-mêmes, il n'y a pas ce qu'on appelle une ashgacha pratique, c'est plutôt les sarim. Les goïms, il n'y a pas une relation directe, il n'y a pas une ashgacha pratique, comment dirais-je, une relation individualisée avec les goïms. C'est plutôt avec leurs sarim, avec les représentations qu'on a vues dans Rachat Béchalar. Hachem, il a envoyé le sar Paro. Après, les Égyptiens, ils suivent le sar. Ouais. Il y a le sar de Esav, il y a le sar de Ishmael. Donc, par rapport au Melech HaOlam, c'est plutôt par rapport au détenteur du pouvoir qui a une relation avec le roi. Il ne s'intéresse pas au peuple. Le peuple, c'est juste des reproductions d'une certaine culture. Les Goïms n'ont pas tellement de spécificité, ils n'ont pas tellement d'originalité. Ils reproduisent une culture nationale, mais il n'y a pas de réalité d'individualité. Donc le fait de maîtriser, le fait que le roi maîtrise les nobles, les bourgeois, l'armée et les gouverneurs, ça suffit pour s'appeler Melech HaOlam. Mais aussi, il est Elokeinu, c'est-à-dire il doit aussi avoir un peuple proche de lui. Il doit avoir un peuple, pas par rapport à un trou d'État. Étant donné qu'il est le Melech HaOlam, mais aussi le Elokeinu, il a son peuple, à qui maintenant il va faire preuve de largesse, là il va s'occuper de tout le monde, Migadol va être Katan. Donc quelque part, il se prend pour Akadosh Baruch Hu, qui est Melech HaOlam, mais qui a un peuple, et son peuple, c'est sa ville. Son peuple, c'est sa ville. Et c'est peut-être pour cela, si on lit la paracha dans cet angle-là,
c'est peut-être pour cela que Chazal nous ont appris que durant ce Mishté-là, hein, il est venu sortir les Kélim du Beth Amikdash, il est venu se déguiser en Kohen Gadol. Quelque part, ce Mishté, ce n'était pas uniquement un enjeu politique, comme on l'a expliqué à Al-Pipchat dans notre premier commentaire, mais c'était un enjeu métaphysique, un enjeu religieux. Il vient remplacer le Dieu des Juifs qui n'intervient plus. C'est ça que Chazal nous dit que ce festin s'est déroulé, hein, excusez-moi. Allô? Bon, On vous entend très mal, Rav. vous m'entendez mieux là? Vous m'entendez? Voilà, on continue. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on était en train de dire? On était en train de dire que les Chachamim nous enseignent qu'il avait calculé la date à laquelle Akadosh Baruch Hu serait engagé à reconstruire le Beth Amikdash après 70 ans. Et d'après ces calculs-là, ça tombait précisément à la 3e année de son règne, donc la date à laquelle il a fait son Mishté pour célébrer, comment dirais-je, la défaite du Dieu des Juifs, et il vient quelque part remplacer ce Dieu. Je suis le nouveau Dieu. Donc il vient maintenant réutiliser un peu les notions du Mishkan, il vient réutiliser la notion de Melech HaOlam, de Eloken. Ouais. Donc d'après cette deuxième lecture, ouais, qui a priori ne nous avait pas tellement interpellé al Pipchat, que Uvimlot Yamim Haele, que les 7 jours appartenaient aux 180 jours, ouais, on comprend pourquoi Rav ou Shmuel, ils ont dit que non, il faut dire que les 7 jours, ils sont dans les 180. Parce que ça vient maintenant nous dévoiler une compréhension plus profonde de la Megillah, que, en vérité, tout empereur qui se mérite cherche quelque part à remplacer la divinité unique qui est Akadosh Baruch Hu. À chaque fois, il y a une sorte de concurrence entre l'empereur et Akadosh Baruch Hu lui-même. La folie des grandeurs, comme on voit avec Nebuchadnezzar également, qui venait quelque part il a fait une statue à son effigie, il a demandé à tous les sujets de son empire de venir à la plaine de Doura pour venir se prosterner devant son effigie. Et qu'on a vu que seuls Daniel, Michel et Azaria refusèrent et se jetèrent dans la fournaise ardente. Mais sinon, il a demandé à tout le monde de se prosterner devant son effigie. C'est tout le monde. C'est pas cette folie des grandeurs. Bon, c'est vrai que c'est un conseil de ses ministres. C'est pas lui c'était pour faire un piège pour Daniel, Michel et Azaria, qui ne sont pas tombés dedans. Mais quoi qu'il en soit, hein, on voit qu'il n'a pas été contre. C'est bien venu servir ces folies des grandeurs, quelque part. Donc, ce qu'on voit ici, que à chaque fois qu'il y a des gens qui ont du pouvoir, la notion de la Torah, du Ham Israël, ouais, leur pose problème. Ils ont un problème avec ça. Des fois, on veut éliminer les Juifs parce qu'ils représentent une autre divinité. Técha 40. סליחה? לדוקטור צבילי, כן? באיזה שעה אתם? בסדר, אני 9:40. Voilà, excusez-moi, des déboires de couloir d'hôpital. Ben, je sais pas. Avant la question, est-ce que c'est clair, le message? Parce que en général, la question, ça fait oublier le message. Mais Nathan, c'est clair ce que j'ai voulu dire? Est-ce que tu saurais, à table, avant les 3 verres de vin, est-ce que tu saurais répéter les 2 Mahalachim? Pourquoi il y a 187 ou 180, dont 7? Parce que si je parle. Un élément. J'étais en train de noter, mais. Alors attends, avant que tu poses ta question, je vais faire un tour de table. Marco, est-ce que c'est clair pour toi les 2 schémas? Marco, ne reste pas dans l'ombre, prends la parole. Peut-être que Marco ne m'entend pas. Je vais essayer de résumer. Le schéma,
Attends, Moi, j'ai compris qu'il y avait. J'ai je ne comprends pas très bien. Qu'est-ce que tu dis, Marco? Tu as compris les deux Mahalachim? Il y a un Mahalach politique et un Mahalach religieux. Non, j'ai compris 180 plus 7. Ouais. Tu as compris 180 plus 7 qu'il y a deux enjeux politiques. Mais quand tu dis 180 incluant 7, tu n'as pas compris? Ouais. Maître Baruch, est-ce que c'est clair? Je pense, oui. Ouais. Bon. Ouais. Je pas compris 180 plus 7. José, qu'est-ce que tu veux nous dire, José? Tu avais une question, José, non? Oui, j'avais une question. Qu'est-ce que ça lui rapporte au roi d'avoir utilisé les ustensiles en or du Beth Amikdash, le déguisement en Kohen Gadol? Qu'est-ce que ça lui apporte à lui? Si vous avez compris, vous pouvez donner la réponse. Je vous donne la Je pense parole. avoir compris, mais j'ai. Il se prend pour Dieu, donc il utilise les ustensiles qui vont avec. Il se prend comme étant le chef D'accord, oui. d'une nouvelle religion, le tout-puissant, et c'est lui qui nourrit tout le monde. C'est pour ça que je vous ai parlé aussi du passouk de chacun va être nourri, la sot retson ish veish, de faire la volonté de chacun de manière individuelle. C'est quoi ça? Ça c'est comme Dieu, quoi. C'est comme la manne. Chacun il reçoit ce qu'il a besoin, quoi. Quelque part, il a ordonné, il cède à Meller, il a fait une takana. C'est important à ses yeux. C'est super important. Si on explique uniquement comme le pshat, il a fait que ces majordomes, ils servent le vin qu'il aime, mais pas trop, etc. Faut pas que ça finisse en soirée païenne et que les gens, ils ont envie de revenir. Bon. Alors, à Tkedekar, c'est important pour lui qu'il cède à Meller, il a institué pour ces majordomes de faire comme ça. Non, là, ça va beaucoup plus loin. Par rapport au pshat d'enjeux politiques, on ne comprend pas très bien cette takana. On ne comprend pas bien cette takana. Mais si on veut dire qu'il se prend pour Dieu, que Hazan et Takon, ou Farnes Lakon, ouais, comme la manne, chacun y reçoit ce qu'il doit avoir précisément selon ses besoins, eh bien, on comprend que c'était important pour lui, la sot kirtson ish va ish. Pas montrer uniquement qu'il a de l'argent, pas uniquement qu'il a du pouvoir. Il est en mesure de subvenir aux besoins. Là, de quoi on parle? On parle du deuxième Michté ici. Et on parle du deuxième Michté, a priori, parce que après qu'on ait parlé du premier, ouais, ובמלאת הימים האלה עשה המלך לכל העם הנמצא של הבירה למגדול הקטן משתה שבעת ימים מחצר גיטן בית המלך. Il a fait un michté dans sa cour, comme s'il y avait le Beth Amikdash, il y a Hazara, il y a le Kodesh à Kodashim, et puis il y a le Hazarat Israël, il y a tout son peuple dans la cour, ouais, dans le Khatser du Beth Amikdash, il y a son peuple. Et là-bas, on voit toute la beauté du bâtiment, tous les kélim précieux. Et là, il fait à son peuple, ouais, la sot kirtson ish va ish. Là, on parle maintenant quand il s'adresse à son peuple, là, c'est la manne. Pour les goïms, on n'ira pas rentrer dans ce détail-là pour les goïms, pour les, comment dirais-je, pour les gouverneurs de l'Empire. Et quand maintenant on parle de son peuple, la sot, kirtson ish va ish, quelque part, il crée une nouvelle religion où il est le Melech Haolam, et le peuple élu, entre guillemets, c'est ceux qui vivent à ses côtés. Hein. C'est Shushan, la ville de Shushan. Donc, j'ai pas bien compris la question de José, c'est d'après notre explication. Il est clair qu'il doit maintenant célébrer la disparition de l'ancienne religion en venant prendre l'équilibre du Kohen Gadol et l'équilibre du Beth Amikdash qu'il utilise à ses effets, que c'est un nouveau Beth Amikdash qu'il met en place. Et d'ailleurs, il est écrit dans le Midrash que le trône qu'il a fait à Shushan, c'était le trône de Shlomo HaMelech. Il a reproduit. Le Midrash nous dit qu'il a reproduit le trône de Shlomo HaMelech avec tous les animaux à chaque marche différent, etc. Et d'ailleurs, il y en a qui expliquent que c'est pour ça qu'il a déplacé sa capitale à Shushan. C'est comme il y avait beaucoup de juifs dans la ville de Shushan, et que c'est eux qui ont donc édifié ce trône. Eh bien, il a dû donc, comment dirais-je, se rapprocher de là où se trouvaient les architectes de son projet fou de faire le trône de Shlomo HaMelech.
Et du coup, il a déplacé sa capitale parce que le trône était tellement massif, tellement majestueux que, comment dirais-je, il ne pouvait pas le déplacer après. Donc, il avait donc déplacé comment dirais-je, il avait donc déplacé sa capitale là où le trône de Shlomo Meller avait été construit, ne pouvant pas le déplacer par la suite. Vous me suivez ou pas? Donc c'est le roi de cette nouvelle religion, c'est le Kohen Gadol de cette nouvelle religion. Ouais. Donc c'est donc comme on voit dans l'Antiquité qu'en général les chefs d'État, c'est également, ils se prennent pour des dieux. On a vu ça dans l'Empire romain où la religion romaine, c'était avant tout de rendre hommage au lieutenant de Dieu qui était le César. Ouais. On voit ça chez les Perses, on voit ça chez les, comment dirais-je, les Perses. Oh, je sais pas, c'est bien comme ça. Les Perses, les Romains, ça nous suffit. D'accord? Donc, José, tu comprends? Je comprends pas ta question ou pas? Oui, je comprends. Vraiment comment dirais-je, la confirmation du développement, c'est ce midrash-là. Non, c'est toujours pas clair? Si, c'est bon. C'est bon. Mais où est Allô, José. le rapport entre s'ils ils sont dedans ou pas? Allô? Les 7 jours. Allô? Quel est le rapport entre les 7 derniers jours ils sont dedans ou ils sont pas dedans? Ouais, c'est ça. Moi aussi, je pense comme ça, Ramosché. Juste, on a compris tout ça, mais maintenant, la conclusion entre les 173 ou 180. Vous m'entendez? Oui. Allô? Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. Personne ne réagit, sympathique. Oui. Je vous entends, oui. Oui. Mais oui. Bon. J'ai plus de son ou quoi? J'ai Je plus de vous son. entends. Vous me parlez, j'ai plus de son. Ah. Alors, si j'ai plus de son, c'est pas bon. Ouais. Je vais refaire encore un test de son. Super la technologie. Alors, test de son. Non, on vous entend bien. Hein. Oh, nous, on entend. Ah, par contre, ça ne marque plus que. Ouais. Il m'a déconnecté. Ouais, c'est bon. Ah, j'ai compris. On reprend. Je vous écoute. Allô? On a dit On quel est le entend. rapport de ce qu'on a appris, tout ce qu'on a appris maintenant. Et les 7 jours, s'ils sont dedans ou ils ne sont pas dedans, les 180. Voilà, très bien. Et tu as compris les deux possibilités d'expliquer l'enjeu des michtés, Shimon? Non, je n'ai pas compris. Comment on peut, tout ce qu'on a appris, comment on peut déduire que ça nous prouve que les 7 jours, ils sont dedans ou ils sont dehors? Ça nous prouve. Je ne cherche pas à prouver ce que disent les Amorim. Je cherche d'interpréter leur enseignement. Prouver, non. Oui, Tu te méprends méprends sur la méthode. Je ne suis pas en train de faire du chat. Je suis en train d'essayer d'interpréter le propos des sages. On a entendu qu'il veut prendre les kelim du Beth Amikdash, il veut se promener en Kohen Gadol. Quel rapport si les 7 jours, ils sont dedans les 180 ou ils sont d'accord, dedans donc vous n'avez pas compris tout le développement. Là. Est-ce que Maître Baruch pourrait expliquer? Je vois que je ne suis pas clair dans ma manière de m'exprimer. Effectivement, le fait que les 7 jours soient dedans, ça veut dire que l'idée maîtresse est la même. Moi, je pense qu'à ce moment-là, on peut redire ce qui avait été dit hier par Rabbi Shimon, justement, au sujet de Sukkot. C'est-à-dire il y a les 8 jours, par contre, le dernier jour, on dit « je reste avec mon peuple ». On peut faire le parallèle comme ça. Je m'occupe de tout le monde, mais le dernier jour, donc les 7 derniers jours, je m'occupe de mon peuple. Non, je veux bien. C'est-à-dire, je suis d'accord avec ce que vous dites, Maître Baruch, qu'on aurait tendance à faire cette relation après qu'on ait fait ce développement, avec quand même comme grande différence que le peuple ne vient que à la fin. C'est ça la différence. À Sukkot, on dit bien qu'au début, il s'occupe de tout le monde. C'est vrai que le peuple mais aussi des Juifs. Mais aussi des Juifs. Oui, bien sûr. On est quand même la Israël dans la Souka pendant 7 jours. Oui. Donc je retiens la remarque de Maître Baruch qu'il y a une question sur le deuxième Mahalar qu'on a expliqué religieux. C'est-à-dire, il y a donc une première explication à le pshat politique,
Et après, une deuxième explication midrashique qui est plus religieuse. Hein. Donc, politique, on a bien expliqué, il y a deux enjeux. Le pouvoir du roi dans son empire, la protection du roi dans sa ville. C'est en vérité deux enjeux différents. Les deux sont politiques, mais ces deux michtés ont été faits pour des raisons bien différentes. Ouais. Et nous, si on veut se rapprocher de Khazal, ils nous ont dit qu'un chidouche, que non, les 7 jours sont dans les 180. C'est-à-dire quoi que les 7 jours sont dans les 180, le Maran nous dit, ça veut dire que c'est un même michté, c'est un même projet, c'est pas deux projets différents, distincts, complémentaires. Non, non, c'est un même projet. C'est quoi le même projet? C'est par ces deux michtés, montrer qu'il est le nouveau lieutenant de Dieu. Ouais. Et donc, pour ça, il doit montrer qu'il est d'abord Melech HaOlam, d'accord? Et après qu'il est Elokeinu. D'accord? Alors maintenant, c'est peut-être pour cela qu'il y a une marquette Rav Shmuel, c'est-à-dire, est-ce que maintenant il était Chacham ou il était Tipesh? C'est-à-dire, si maintenant c'est son peuple, il devrait peut-être le mettre au premier plan, quoi. D'abord son peuple, ouais, d'abord son peuple, et puis après il devrait faire le kavod, ouais, de d'abord son peuple, et puis après le reste du monde, quoi. C'est ça que ça se passe normalement. D'abord son peuple, quoi. Toujours comment il se comporte. D'abord son peuple. Ou garder son peuple à la fin, mais il était déjà là, son peuple. Donc c'est un petit peu ça le problème. D'après cette explication religieuse, alors il y a peut-être une remarque à formuler contre Achashverosh, qu'il n'est pas très intelligent. Il s'est planté. D'abord, tu devrais dû inviter d'abord ton peuple, hein, et après, parce que c'est lui ton peuple qui représente ton nom, c'est lui ton peuple qui représente ta puissance, c'est l'obéissance de ton peuple qui montre combien tu es admiré, combien tu es respecté, combien de trucs. Si maintenant ton peuple n'est pas véritablement imprégné de ton nom, de tes valeurs, de ta puissance, il est difficile après de pouvoir impressionner ceux qui sont loin. Donc c'était un Meller qui pêche. Pourquoi il a mis son peuple à la fin? Vous comprenez ce que je veux dire? S'il avait invité son peuple depuis le début et il avait dit restez à la fin, là il n'y aurait pas une seule opinion dans la Gemara qui dit qu'il est tipèche. Il n'y a aucun problème de faire ça. Le problème, la Gemara dit qu'il est tipèche parce qu'il a mis son peuple en second plan. Et ça, on ne voit pas ça dans la Torah, que l'âme Israël soit quelque part au second plan. Il n'y a pas ça. Donc, si tu veux maintenant te prendre pour Dieu, ouais, même si vous voulez te prendre pour Dieu, ça veut dire en quelque sorte que même si vous voulez se prendre pour Dieu, l'enjeu politique, la folie du pouvoir, elle restait quand même prédominante chez lui. C'est-à-dire d'abord, on va en mettre plein la vue au gouverneur, à l'armée, etc., etc. D'abord, Melech HaOlam avec ceux qui ont le pouvoir, quoi. Comment tu dis, José? D'abord, il veut montrer le Melech HaOlam avec ceux qui détiennent le pouvoir à ses côtés. C'est ça, c'est ça. Donc, il ne se prend pas pour Dieu. Parce que Dieu, ça ne marche pas comme ça. Dieu, il ne cherche pas à en mettre plein la vue. Dieu, il doit d'abord, comment dirais-je, donner à une minorité de ses créatures la possibilité, ouais, de le servir, le privilège d'incarner ses valeurs, ouais, et après d'étendre ce cercle au reste du monde. Donc, il s'est planté, quoi. C'est pas comme ça que ça marche. Si tu avais voulu maintenant remplacer Akadosh Baruch Hu, tu n'aurais pas fait dans cet ordre-là. Ou bien tu aurais fait dans l'ordre que Shimon a proposé hier, d'inviter tout le monde pendant 180 jours et de garder après son peuple à la fin. Et c'est pas ça qu'il a fait. Il a invité son peuple en dernier lieu. Donc c'est pas comme ça qu'Hachem il fonctionne. D'abord, il se manifeste au Ham Israël, et si le Ham Israël est suffisamment obéissant à Kadosh Baruch Hu, alors il va étendre son dévoilement au monde entier. C'est dans cet ordre-là que ça fonctionne. C'est clair ou pas? Alors, je crois que je ne sais pas si c'est clair pour Shimon. Il avait une question, je ne suis pas sûr d'avoir répondu. Enfin, je n'ai pas suffisamment bien expliqué peut-être. C'est quoi ta question, Shimon? Non, là, tu es en train d'expliquer s'il aurait dû faire au début des 180 ou à la fin des 180. Mais nous, on avait dit qu'il y avait une possibilité d'expliquer que c'est y compris les 180 ou en dehors des 180. Ça veut dire quoi, y donc compris? Il n'y a pas de... C'est-à-dire quoi, y compris? On avait commencé, on avait dit 180 moins 7, ça fait 180 moins 7, ça fait oui, mais 173. D'accord, mais la population de Shushan n'est venue qu'à la fin, il n'y a pas de discussion sur ça. Non, ça on le sait. J'ai cru qu'on voulait expliquer
Ouais. qu'il y a une différence si c'était 173 jours et après les 7 jours, c'était les deux Ouais. ensemble, ou bien si Alors, c'était 180 jours et on les a 7 expliqué jours. pendant 1 heure, ouais. Ce qu'on a Je n'ai pas expliqué pendant 1 heure. compris. Non, Alors, j'ai pas vas-y, prends compris. ton stylo. Je vais te le refaire une dernière fois. Non, c'est pas la Thierry. peine. C'est pas la peine. C'est pas la peine. Si tu dis la même chose, j'ai suivi tout, j'ai pas Non, compris. non. Non, mais je vais répéter, pourquoi pas. Non, c'est dommage. C'est dommage. Bah, Si c'est les autres dommage ont que j'ai compris, parlé 1 heure pour c'est rien. dommage, c'est Donc, dommage que tu recommences pour moi. je Demande suis aux pas autres s'ils sûr. ont compris. Bah, ils peuvent dire que oui, mais j'ai pas le temps de faire une interview à chacun. Donc, je vais reprendre une dernière fois. Le Maharal nous enseigne, ça veut dire quoi? Les 7 jours dans les 180 ou les 7 jours après les 180, ça veut dire, est-ce que maintenant le deuxième Michté poursuit le même enjeu que le premier ou non? Le deuxième Michté, c'est un enjeu différent du premier. Alors, qu'est-ce qu'on explique un enjeu différent ou le même enjeu? Un enjeu différent, c'est si on explique tout de manière politique, il y a un enjeu différent. Premier enjeu de perpétuer sa parole, ses lois dans l'ensemble de l'Empire. Deuxième enjeu, éviter un coup d'État dans sa ville. C'est deux enjeux différents. Et d'après ça, il y a 180. Et après, il y a 7. C'est deux enjeux distincts qui sont les deux politiques, soit, mais qui sont complètement différents. Que maintenant, graisser la patte des gouvernants, c'est une chose. Il ne craint pas forcément un coup d'État d'eux, parce qu'eux, ils ont intérêt à perpétuer le pouvoir dans la mesure où ils sont au pouvoir. Donc, ça les intéresse pas donc, il leur montre, ça vaut le coup de représenter mon nom. Ça vaut le coup de représenter mon nom et d'être les porteurs de ma loi. Et par contre, d'inviter tous les habitants de la ville de Shushan, c'est pas pour qu'ils perpétuent sa parole. Allez, arrête, ils sont tous au courant de ce que dit le roi. Ils sont dans la ville. Sont tous au courant de sa volonté. Puis il y a la garde du roi personnelle, et il y a la police personnelle. Donc il n'y a pas tellement de. Si le roi il veut faire savoir, il va placarder dans sa ville. Tout le monde sait ce que le roi veut. Très très loin, on ne sait pas ce qu'il veut. On a besoin que le gouvernant soit bien bien obéissant pour placarder la lettre reçue par le pigeon, pour que les populations dans tout l'empire soient au courant. Donc les gouvernants, l'armée représente la volonté du roi dans tout l'empire. Donc, c'est deux enjeux différents. Le deuxième enjeu, c'est pour éviter un coup d'État. Il veut être aimé. Non pas, il veut pas que. Le premier enjeu, donc d'après l'explication politique, c'est pas d'être aimé, c'est qu'on répande sa parole, qu'on réponde sa volonté, qu'il puisse avoir de la même manière que le corps, il vient par comment dirais-je, le système sanguin, le cœur, il vient donner du sang dans tous les membres. Il veut pas qu'il y ait des membres sclérosés dans son empire. Que l'empire tout entier, le cœur de l'empire, c'est Shushan, mais il veut que tout l'empire vienne répondre, que les mains, les pieds, la tête, les jambes, tout, ils puissent répondre au cerveau et au cœur. Ça, c'est le premier enjeu. Donc, il va maintenant renforcer le système hiérarchique qui va être à l'origine de cette, comment dirais-je, extension de sa parole dans tout l'empire. Le deuxième enjeu, c'est pas ça, il est sur place. Il est sur place, tout le monde sait ce qu'il veut. Mais il veut être aimé, il veut être admiré pour éviter qu'il y ait un assassinat politique et qu'on vienne tenter à, comment dirais-je. En vérité, si on voit le sud de la Megillah, ces deux projets n'ont pas été accomplis, puisque on voit que dans l'Empire, ouais, dans l'Empire, il envoie sans arrêt des lettres pour faire respecter sa volonté, la femme, la truc. Ouais, on voit que même sa femme lui-même, elle respecte pas sa volonté. Et lui, il veut que sa volonté soit respectée dans tout l'Empire. Alors, se termine ce michté, ouais, par sa femme qui n'obéit pas à sa parole. C'est quand même marrant. Lui, il voulait être obéi dans tout l'Empire. Et même sa femme, elle n'obéit pas à sa parole. Et on voit par la suite que dans sa ville, ses propres gardiens ont voulu le tuer. Donc on voit que les deux enjeux qui se fixent au niveau politique est un échec cuisant. Ça, c'est la première explication. Si on dit 180 et 7, c'est-à-dire deux enjeux différents, sa parole respectée dans tout l'Empire et être aimé par le peuple de la ville dans laquelle il s'est établi. Très bien. Ça, c'est deux enjeux différents. Mais si on dit 180 incluant 7, c'est un même enjeu, c'est qu'il veut se prendre pour Dieu, c'est tout. Alors qu'un Dieu, de la manière qu'il est Melech Haolam et il est Elokeinu, il doit maintenant être respecté de, comment dirais-je, de l'ensemble du monde et doit être respecté par son peuple. Alors l'ensemble du monde, comme on voit à Kadosh Baruch Hu,
il n'y a pas une ashgara pratique avec les goïms, il est avec des sarim, des goïms, ouais, qui sont en contact direct avec Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'il y a marqué que celui qui vit en Chutz La'aretz, c'est comme si qu'il n'a pas de Dieu, parce que là-bas, il y a un sar de la nation, le sar de Tzarfat, le sar Kosi, le sar, ouais, de la nation, c'est lui qui rencontre devant Akadosh Baruch Hu. Donc c'est comme si qu'on devait passer par son intermédiaire et pas par du. Alors qu'on a un Eretz Israël, on est directement avec Akadosh Baruch Hu, on est dans la cour du roi. Donc de la même manière, le Melech HaOlam, c'est donc il invite que les sarim. C'est la manière que le jour où il est en contact direct avec les sarim face au monde. Alors que l'âme Israël est en contact avec chaque juif, ce qu'on appelle une ashgacha pratique. C'est pour ça qu'il invite toute la population de Shushan. Il vient représenter que le roi, il est proche de tout. Donc, c'est en vérité, là, les 7 jours, ils sont dans les 180 parce que c'est exactement le même projet. C'est que je suis Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu, ça inclut Melech HaOlam et Elokeinu. C'est pour ça que les 7 sont dans les 180 parce que c'est pas deux enjeux différents. C'est le même enjeu. Pour être Akadosh Baruch Hu, c'est pas l'un sans l'autre, c'est les deux ensemble. Est-ce que c'était plus clair cette dernière tentative, Simone? Une fois que tu as dit ce que tu as dit, je n'arrive pas à comprendre que j'aurais pu dire la même chose si c'était séparé ou si c'était ensemble. C'est tout. Mais c'est dommage, continue. Ouais, bah, dis la même chose, pour. Donc, tu peux dire la même chose dans un sens ou l'autre, peu importe. Moi, j'utilise le marloquette. Toute ton erreur, Shimon, ici, excuse-moi, c'est de croire que les Gemarot, c'est comme le Pshat. Le Pshat, c'est il faut des preuves à 100%. Les Gemarot, la marloquette, elle est porteur d'une idée. Mais c'est pas, je dois te prouver à 100% que c'est ça qu'elle dit à Gemara. Tu n'auras jamais un seul commentaire sur la gadote du Pshat qui dit mon Pshat, c'est le seul, il est obligé, il est prouvé, et on ne peut pas dire autre chose. Ça, c'est quand on fait du Pshat dans les psukim, on essaie de trouver la lecture la plus littérale. Quand c'est la gadote Razal, on cherche à comprendre un kivun mesuyam, une direction. Mais j'ai compris, mais ça j'ai compris. J'ai pas compris quel est le rapport avec le Bimlot, si c'est de compris ou si c'est pas compris. Les 7 dedans, c'est tout. C'est tout. J'ai compris ce que tu as expliqué de la Gemara. J'ai pas compris quel rapport. D'accord. Très bien. Donc, et on est venu renforcer la deuxième lecture que les 7 jours sont dans les 180, que c'est le même projet exactement de se prendre pour Dieu. Et Dieu a deux choses. Il a les sarim qui représentent sa parole dans le monde et il y a son peuple, chaque individu. Donc, pour illustrer cela, on a dit d'où on voit que Achashverosh est prend pour Dieu par rapport au fait qu'il a sorti les kelim du Beth Amikdash, par rapport au fait qu'il s'est déguisé en Kohen Gadol, par rapport au fait qu'il a construit le trône de Shlomo Amelech, ouais, et par rapport au fait que c'est la date de la reconstruction du Beth Amikdash, des prophéties qui ne s'est pas réalisées. Donc, c'est lui qui prend la suite du pouvoir divin, que Dieu a abandonné l'histoire des hommes, c'est lui qui poursuit cette mission-là. Et on a vu dans le Pshat que le faste du lieu du festin et des ustensiles et du vin, etc., montre quelque part qu'il veut montrer c'est un festin qui dépasse les dimensions humaines. On ne fait pas un festin de 180 jours. C'est impossible, jamais on entend une histoire pareille. C'est pour vraiment celui qui croit qu'il peut subvenir aux besoins de tout son empire et tout seul. Donc c'est vraiment Hazan et Takol, Mfan et Slakol. Et on voit que ce qu'on décrit dans le verset Vav, Zayin Chet, qui est par rapport au deuxième festin des 7 jours, ouais, on voit qu'il a voulu faire la Sod Kirtson Ishvaïs. C'est uniquement les gouverneurs, c'est chacun, Migadol, Vadkatan, chacun de la population de sa ville, ouais, il a voulu faire chacun selon ses besoins, chacun selon ses habitudes, comme on a vu un peu dans la manne. Très bien, voilà, j'ai fini le résumé. On continue. On continue ou on continue pas? On continue pas. On va faire un peu de la Chot Shabbat quand même. Alors. J'ai une question. C'est quoi ta question? Non. Si j'ai bien compris, vous avez expliqué Rav et Shmuel, ils ont la discussion. Je vais la faire avec mes mots. C'est-à-dire que dans un cas, Achashverosh, il se prend pour le roi du monde, d'accord? Et dans l'autre cas, il ne veut pas qu'il y ait un peuple rebelle dans son royaume. Non.
Non. C'est pas un cas. Déjà, Qu'est-ce qui va le mot. pas? Déjà, Enfin, les mots. d'accord, Il y a deux opinions. C'est pas un cas. deux opinions. D'accord? Il y a deux opinions. D'accord. Premièrement. Deuxièmement, ce que tu as expliqué, c'est partiel. Il y a donc la lecture politique et la lecture religieuse. Dans la lecture politique, tu n'as donné qu'un seul aspect de la lecture politique. Tu as dit, il ne faut pas qu'il y ait de rébellion. Ça, c'est par rapport au Michté de 7 jours. Donc, tu n'as pas parlé du Michté de 180 jours dans l'aspect politique. Pour asseoir son pouvoir. C'est un peu général ce que tu dis, non? Que sa parole, ouais, soit transmise, ouais, dans l'ensemble de l'Empire, comme on a parlé avec le cœur et les varim. Ouais. Il est loin d'Inde, il est loin des confins de son empire. Alors il envoie il réunit tous les sarim de son empire pour qu'il puisse être respecté sa loi et sa voix dans tout l'empire. C'est pas par rapport à la rébellion forcément. Ceci dit que c'est par rapport à la rébellion, qu'il n'y ait pas de rébellion dans tout l'empire. Alors en réalité, on pourrait dire que les deux, c'est le même projet. Donc on revient à la question de base. C'est deux projets différents. Par rapport à ça, pourquoi ils disent que c'est Tipesh d'avoir le. Parce qu'il est plus menacé. Avant de chercher à ce que ton nom soit glorifié, honorifié dans tout l'empire, essaye de ne pas être tué dans ta ville déjà. C'est ça qu'a dit Agmara. Le danger, il est plus dans ta ville qu'à l'extérieur, quoi. Tu veux être respecté partout. C'est comme le mec, tu vois, j'ai donné un exemple assez important. Il y a un mec qui pêche, des fois on en fait partie, il fait plein d'efforts pour être apprécié par ses copains, dans son travail, et dans sa maison, il n'est pas aimé, ni par sa femme, ni par ses enfants. Il pêche. Avant maintenant de chercher le caveau à l'extérieur, le vrai caveau, c'est à la maison. Parce que l'endroit où tu vas plus souffrir, c'est pas avec tes copains, c'est pas dans ton boulot. L'endroit où tu vas plus souffrir, c'est chez toi à la maison. Ça se passe pas bien. C'est une rébellion à la maison, c'est là où ça fait le plus mal. Hein. Ouais, bon, non, mais parfois il essaye de se construire vers l'extérieur, après il construit. Ouais, d'accord. Maintenant, c'est un peu un remake de la sortie d'Égypte, alors comme vous avez expliqué à Shabbat. Ça veut dire que dans un cas, Hachem intervient pour montrer que c'est qui dirige le monde. Et dans l'autre cas, ça serait plutôt pour protéger le Ham Israël, qui est un peuple rebelle. Il y a les miracles par rapport à Paro, ouais, qui va être répandu dans le monde entier, c'est le Melech Haolam. Et puis après, la guerre contre Amalek. Ah, Amalek. Je ne sais pas de quoi tu parles. Dans un instant. Stéphane, באיזה שעה יש להם פגישה עם הדוקטור טוביני? Oui, donc, ouais, je sais pas pourquoi tu parles de la guerre d'Amalek. Amalek, je sais peu pas. importe, on va rester dans le sujet. On va rester dans le sujet. Je n'ai pas envie d'ouvrir un nouveau chapitre, d'accord? Laissons l'Égypte de côté, restons sur Purim, si tu veux bien. Ouais. Donc, on va pas réexpliquer sur l'Égypte, parce que c'est du tout la même chose. Mais si ça t'aide, ce que tu te rappelles sur l'Égypte, très bien. Mais on va pas aller plus loin que ça. D'accord, très bien. Maintenant, on va arrêter l'enregistrement pour la Megillat Esther. On a fini le développement que je voulais vous faire.